On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives, et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Lorsque j'ai voulu lancer Pereski, j'ai éprouvé le besoin de consulter une bande d'une 60aine de parents pour les sonder sur la curiosité qu'ils souhaiteraient montrer en premier à leur bébé. Et ce qu'ils ont tous voté à la quasi-unanimité, c'est un animal. Rien de surprenant à cela. Il suffit de voir l'omniprésence des animaux dans nos vies, l'attachement ou la fascination que les enfants peuvent vouer à un chat, à un chien ou à un lapin de manière instantanée. En quelques années, l'animal est devenu un partenaire pour l'éveil, la pédagogie et l'accompagnement thérapeutique. Mais alors que communiquer avec un autre être humain est déjà compliqué, rencontrer une autre espèce relève littéralement de la prouesse, surtout lorsque celle-ci ne parle pas comme nous. Alors comment se fait cette connexion étonnante entre l'enfant et l'animal ? Quels sont les bienfaits avérés des animaux de compagnie ? Comment aident-ils les enfants au quotidien ? Comment font-ils ces deux-là pour établir un lien si fort ? Et que se passe-t-il lorsque l'un des deux partenaires présente des difficultés d'interaction, comme cela peut être le cas pour les enfants avec troubles du spectre autistique ou ceux victimes de violences ? Et qu'est-ce que cette relation apporte à l'animal ? Forte de plusieurs années d'observation terrain et de recherche, Marine Grand-Georges, éthologue et maître de conférences, a accepté de nous éclairer avec enthousiasme et pédagogie sur tout ce que l'interaction avec un animal peut favoriser chez l'enfant. Et je vous promets que cet épisode risque de vous rappeler à quel point nous faisons partie d'un tout. Bonjour Marine et bienvenue à ce micro. Je suis super contente que vous ayez accepté mon invitation pour discuter d'une rencontre bien étonnante, celle qui lie l'animal à l'enfant. Alors à ce micro, on parle simple, vrai et efficace. Du coup, pour mieux comprendre ce que vous allez nous livrer, j'aimerais que l'on parle d'abord de votre métier. Vous êtes éthologue et maîtresse de conférences à l'université Rennes 1. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, ce en quoi consiste l'éthologie et à quoi ressemble votre quotidien ? Alors l'éthologie, c'est très simple, c'est s'intéresser au comportement des êtres vivants, des animaux. Et pour nous, les animaux, c'est aussi bien les animaux non humains que humains. D'accord. Et donc on s'intéresse vraiment à comment ils se comportent, comment ils communiquent, comment ils se déplacent dans l'espace. Et finalement, notre quotidien, c'est pas être 100% à côté d'eux. C'est lire des choses qui les concernent, c'est se poser des questions, c'est essayer de monter des expériences pour répondre à ces questions et après communiquer sur ces résultats, que ça soit dans des cours, dans des conférences. Donc on a une petite partie de notre travail en tant qu'enseignant-chercheur auprès de nos sujets d'études humains et animaux, mais ce n'est pas la majorité de notre quotidien. C'est impressionnant. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous faites pour les observer ? Vous allez sur le terrain ou alors, j'allais dire, vous emmenez typiquement les animaux dans, comme j'allais dire, une sorte de laboratoire. Comment ça se passe en fait, très concrètement ? Alors moi spécifiquement, je m'intéresse aux relations que les enfants notamment tissent avec les animaux de compagnie.
Et rien de mieux finalement que le quotidien et leur cadre de vie naturel. Donc très souvent, je me fais une petite souris dans leur quotidien à la maison, à l'école. Ça, c'est une part des expériences que j'ai pu mener, que je mène encore. Ou alors, on leur propose à ces enfants de faire des petites expériences avec des animaux qu'ils ne connaissent pas. Et on enregistre cette rencontre qu'on analyse ensuite en laboratoire. Donc on a vraiment les deux volets, soit on est la petite souris qui se glisse dans leur quotidien, soit on fait quelque chose de plus standardisé pour répondre à des questions très précises. Ah, c'est vraiment passionnant, Marine. Comment vous avez eu l'idée, peut-être même l'envie de vous plonger dans ce métier? Alors l'éthologie, c'est venu au cours de mes études universitaires où j'étais en sciences de la vie très générale, où on s'intéresse aussi bien à la cellule que à l'animal dans son milieu de vie. Et plus le temps passait, plus je me disais que moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir l'animal qui évolue dans son milieu, dans son quotidien. Et finalement, l'humain est un animal très intéressant et de pouvoir l'observer avec les mêmes yeux qu'on observe un chien, un singe ou un insecte était très passionnant finalement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir sur un projet de doctorat et que j'ai commencé à m'intéresser aux relations que les enfants tissent avec les animaux de compagnie et notamment les enfants avec autisme. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Avec plaisir. Merci pour ces précisions, Marine. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On entend souvent les parents, assez rapidement, appeler leur bébé ma puce, mon chat, mon loup, mon lapin. Alors, j'aimerais savoir d'où vient cette proximité que l'on pose de prime abord entre les bébés et les animaux. Mais en fait, si on réfléchit bien, les bébés et les animaux se ressemblent assez parce que ce sont des deux êtres non-verbaux qui ne parlent pas encore avec des mots pour les bébés. Leur communication est basée sur tous les sens. Ils vivent dans l'instant présent. Et les parents, je pense inconsciemment, sont dans le prendre soin de leur bébé, mais aussi prendre soin des animaux, ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, et font un lien par ces mots en leur montrant qu'on va prendre soin d'eux, les câliner, leur faire des bisous, et il y a ce côté très mignon d'utiliser ces termes. J'adore votre explication. On sent en effet que vous avez pris le temps d'observer aussi bien, comme vous dites, les humains que les non-humains pour réussir à nous livrer ce genre de réponse. Merci beaucoup à vous. On observe aussi souvent l'attachement quasi instantané d'un petit à un animal. Comment est-ce que vous expliquez cet intérêt, cette fascination qu'ont les enfants pour les animaux? En d'autres termes, pourquoi dès tout petits, on est capable de nous attacher autant à un animal? Alors, comme je vous le disais, ils ont un mode de fonctionnement commun. Dans la motricité, dans la communication, dans le fait d'être dans l'instant présent. Et ça, ils n'ont pas besoin du langage verbal pour que cette relation se tisse. L'animal, c'est un partenaire de jeu, c'est un être mouvant, qui est drôle à observer, qui est finalement différent des parents, qui a des couleurs particulières, des odeurs particulières. Donc, c'est très très attractif pour les bébés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le jeune enfant, bien avant 1 an, est capable de reconnaître un animal d'un humain, d'une peluche. Il va pas du tout se comporter de la même façon. Il va déjà créer une catégorie à part de l'animal. Donc, il a une existence très tôt dans la vie du bébé. Impressionnant. Et puis, ouais, c'est impressionnant de voir que voilà, dans les premières compétences acquises, on a cette capacité à adapter son comportement à l'animal en face de nous. Et excusez-moi de vous couper, et du coup, c'est le cas pour les enfants qui vivent, j'allais dire, aussi bien en milieu urbain qu'à la campagne. Je me permets de poser la question parce que forcément, à la campagne, les enfants sont plus exposés et plus amenés à côtoyer des animaux, ce qui n'est pas forcément le cas des enfants qui vivent, par exemple, en ville. En effet, on a cette dichotomie campagne-ville, mais
Pas trop sur le jeune âge, c'est un peu plus tard quand l'enfant se développe et crée des représentations d'animal, parce qu'on a quand même un foyer sur 2 en France qui possède un animal de Ah compagnie. oui, 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 et le chat est l'animal le plus présent. Il a détrôné le chien il y a quelques années. Et on le d'accord. retrouve aussi bien en milieu urbain que rural. Donc même si le bébé n'a pas un animal dans son foyer, je pense qu'il y a possibilité chez les grands-parents, chez les amis des parents, d'être en contact très jeune avec des animaux. Et donc après, quand on va sortir et être au contact de toute cette biodiversité à la campagne, ça va être en grandissant. C'est pas forcément dans les premiers mois de vie. D'accord, c'est très clair. Vous disiez, justement que vous êtes parfois amenés à exposer, les enfants à des animaux qu'ils n'ont pas souvent l'habitude de côtoyer. À quel type d'animaux justement vous les exposez? Et est-ce qu'il y a peut-être des animaux qui sont, plus attirants, plus attachants pour les bébés que d'autres? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, on s'était intéressé à une rencontre avec un animal qui est très mignon, mais que finalement les enfants rencontrent pas si souvent que ça. C'était le cochon d'Inde, et Excellent. on s'était posé la question est-ce que spontanément ces enfants allaient être attirés par lui, qu'est-ce qu'ils allaient faire quand ils le rencontraient. Et tous les enfants n'ont pas la même stratégie, si on peut dire. Il y en a qui sont plus en recul et très observateurs, d'autres au contraire qui vont être très vocaux, s'exclamer, s'approcher, aller le caresser, et encore d'autres qui vont rester très proches du parent. Et on va voir que cette rencontre, elle est un peu source de stress parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc on a une diversité de profils face à cette rencontre du même animal. Très intéressant. Alors, j'aimerais, justement un petit peu rebondir sur ce que vous venez de dire. J'aimerais comprendre quelle est l'utilité, d'intégrer un animal assez tôt dans la vie d'un petit. En d'autres termes, quel rôle peut jouer l'animal dans la vie d'un petit enfant? Comment est-ce qu'il l'aide dans son quotidien et quels bienfaits, est-ce que l'animal peut procurer à l'enfant? Alors on a plein de sortes de bienfaits. Je crois que le premier qu'on peut citer, c'est l'aide dans le développement socio-émotionnel de l'enfant. L'animal, il va aider l'enfant à construire tout ce qui est ses compétences émotionnelles, justement s'attacher à quelqu'un d'autre, l'apprentissage de l'altérité, c'est-à-dire comprendre que l'autre n'est pas le même que moi et qu'il n'a pas les mêmes besoins que moi. L'animal va être une source aussi de motivation dans l'apprentissage du langage, dans la régulation aussi des gestes. Quand l'enfant est petit, il a des gestes des fois un peu brusques, et l'animal va partir si les gestes sont pas appropriés. Et donc l'enfant va réussir à inhiber certains gestes un peu violents pour pouvoir garder l'animal à côté de lui, le caresser correctement et continuer du jeu. Et ça aussi, c'est important, le partenaire de jeu. Euh, il y a plein de parents qui racontent que le chat, le chien, mais aussi le lapin, le hamster est un partenaire de jeu de l'enfant. Et c'est très utile dans le développement, notamment pour les enfants uniques qui n'ont pas forcément l'occasion de jouer avec des frères et sœurs. C'est fascinant, Marine. Donc un animal, finalement, apporte beaucoup d'un point de vue cognitif, sensoriel, affectif, relationnel. Euh, Qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue psychomoteur et intellectuel? Alors sur le côté psychomoteur, dans les premiers temps de la vie, on a pu voir que l'animal est une source de motivation dans l'apprentissage du quatre pattes, de la marche, C'est et fou. après plus grand, la motricité fine, avoir envie de tenir la croquette et pouvoir donner la croquette au chien. Donc finalement, tous des petits gestes du quotidien où l'animal est une source de motivation pour bien faire. Et ça donne confiance en soi. L'enfant prend confiance en soi en voyant qu'en face, il fait plaisir, il réussit à faire des choses avec son animal. Et grâce à ça, c'est aussi un vecteur d'autonomie et de prise de responsabilité pour cet enfant. Ça fait tellement sens lorsque on vous l'entend l'expliquer, en effet. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être des consignes à respecter en termes de sécurité, de manière à pouvoir justement à intégrer un animal très tôt dans la vie d'un petit enfant?
Alors, ce qui est très important, c'est de ne jamais laisser l'enfant, le bébé, seul avec un animal, D'accord. puisque on n'est jamais à l'abri d'un geste déplacé, que ça soit du bébé vers l'animal qui lui fait mal sans faire exprès, et l'animal peut le bousculer, peut le faire tomber. Donc voilà, le parent est là pour faire tiers et garantir la sécurité et de l'animal et du bébé. Ça, c'est hyper important. Et il ne faut pas non plus confier des tâches trop compliquées à l'enfant. Par exemple, D'accord. on ne va pas laisser un enfant de 2 ans tenir la leste d'un gros bouvier bernois en balade. Donc, adapter à chaque âge les choses que l'enfant peut faire avec l'animal, et toujours être vigilant, parce que c'est quand même deux individus d'espèces différentes qui n'ont pas le même mode de communication, et des fois, ils peuvent ne pas se comprendre, même si souvent ils se comprennent. Il peut avoir des mauvaises compréhensions qui peuvent amener, dans les cas les plus graves, à des morsures, à des accidents. Donc, le parent a vraiment un rôle de sentinelle dans cette relation. Il ne doit pas tout contrôler, mais en tout cas, il doit surveiller et être attentif. C'est très clair et c'est bien noté. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Communiquer avec un autre être humain est déjà bien compliqué, hein, on peut l'admettre. Mais alors avec une autre espèce qui plus est, comme vous le précisiez, ne parle pas, c'est-à-dire ne s'exprime pas avec des mots, ça rend l'exercice encore plus difficile. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît Marine, comment et en quoi enfants et animaux parviennent à communiquer? Alors c'est vrai que quand on communique avec une autre espèce, il faut déjà être capable de percevoir les signes envoyés. On est d'accord qu'il serait impossible, par exemple, de comprendre les ultrasons des chauves-souris. Par contre, ce sera un peu plus facile avec les miaulements du chat ou l'aboiement du chien. Alors, après, dès qu'on a réussi à percevoir le signal de communication, il faut lui donner une signification. Pourquoi il a une telle posture? Qu'est-ce que ça veut dire quand il me regarde comme ça, quand il boule la queue de haut en bas? Et en fait, comme on apprend à communiquer avec un autre être humain, on va apprendre à communiquer avec un animal d'une autre espèce. Alors ça peut être plus difficile parce que les codes sont différents, mais les enfants y arrivent, souvent guidés par les parents qui les accompagnent, mais aussi tout simplement par leur sens de l'observation. Et ils vont adapter leur comportement avec l'animal. Ils peuvent être observateurs, ils peuvent s'imiter, et tout ça, ça se co-construit parce qu'en face, l'animal aussi, lui, apprend à reconnaître les signaux de ce jeune enfant, surtout si c'est le premier bébé avec lequel il vit. C'est génial. Vous disiez un peu plus tôt que la présence d'un animal peut même favoriser, encourager l'apprentissage du langage et l'entrée dans la parole. En quoi? Comment? Alors, on a ce que je vous disais, l'imitation, où le bébé va essayer d'imiter les sons que produit le chien, le chat, mais aussi pour essayer d'attirer l'attention en répétant le prénom de Ah, l'animal, pour justement pouvoir interagir avec lui. Et après, ça va être des mots fonctionnels comme la balle, comme ramène, tout ça pour justement continuer à passer du temps à jouer et à interagir avec son animal. c'est fabuleux. Alors, justement, j'ai été impressionnée de découvrir que certaines écoles maternelles et primaires intégraient des animaux dans leur pédagogie. Euh, Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'apport pédagogique de l'animal? Qu'est-ce qu'il peut apporter au sein d'une école? Alors, déjà dans les programmes scolaires, c'est quelque chose qui est inscrit. Il faut s'ouvrir à tout ce qui est la question de la biodiversité et l'animal. Et là, c'est vrai qu'on a des écoles qui prennent le parti de faire rentrer l'animal vivant pour l'observer ensemble. Et on a des programmes absolument géniaux qui sont autour du respect des règles. On va D'accord. observer les animaux pour voir comment, entre eux, ils respectent les règles, comment ça leur permet de bien vivre ensemble. On peut avoir ça avec, par exemple, un couple de cochons d'Inde, avoir une fourmilière. Et ça permet, en fait, de se décentrer pour l'enfant. On parle pas de soi et de son groupe, on parle des animaux et après on fait le lien.
Et comme je vous disais, c'est apprendre l'altérité, c'est les besoins de l'autre qui est différent que soi. Et l'autre différent que soi, c'est l'animal. Mais c'est peut-être aussi le petit garçon ou la petite fille qui a un handicap qui est dans ma classe. Et donc, en fait, l'animal sert de support à l'apprentissage de la vie ensemble, de la biodiversité. Et ça a une multitude d'apports à tous les âges, hein, école maternelle jusqu'au collège-lycée finalement. C'est fabuleux. Est-ce qu'il y a peut-être des animaux qui sont récurrents, c'est-à-dire qui reviennent dans ces cursus pédagogiques? Est-ce que les écoles, justement, ont une appétence en particulier pour un animal? Et si oui, lequel? Alors c'est vrai que souvent les écoles se tournent vers des animaux qui sont faciles, entre guillemets, d'élevage, d'entretien. Donc on peut retrouver très facilement des phasmes, qui demandent peu d'entretien, ou des animaux assez petits en taille comme les hamsters, les cochons d'Inde ou les lapins. Mais se développe aussi un nouveau programme avec l'association Handichiens qui s'appelle les chiens d'assistance à la réussite scolaire. Wow. Et donc un chien qui a été éduqué spécifiquement et remis à un établissement pour un projet d'établissement scolaire. Alors souvent ça émerge d'une classe avec des besoins particuliers, mais finalement tout le collège, par exemple toute l'école primaire peut en bénéficier. Et donc ça c'est tout nouveau en France, c'est quelque chose qui se fait déjà aux États-Unis notamment, mais qui j'imagine va se développer dans les années à venir. Et du coup, Marine, est-ce que ce genre de pratiques sont répandues dans les écoles françaises ou ça reste embryonnaire, ça reste anecdotique pour le moment? Alors ça reste anecdotique, mais on sent une réelle volonté que les choses bougent. Grâce à mon métier, donc j'enseigne dans différentes filières à l'université, notamment à la préparation des concours pour être enseignant. Et je fais un cours sur justement l'animal, la place de l'animal à l'école. Et je me rends compte à quel point ces futurs professeurs se saisissent et se rendent compte de l'intérêt pédagogique de l'animal. Et j'espère que ça va susciter des vocations dans les années à venir pour ces nouveaux professeurs. C'est merveilleux. Continuez, en tout cas, c'est vraiment trop beau. Vous nous le disiez en amorce de cet entretien, vous vous êtes penché sur la relation qui lie l'animal à l'enfant avec trouble du spectre autistique. J'aimerais savoir justement ce que vous avez observé et ce qu'il se passe exactement entre ces deux êtres lorsqu'ils se rencontrent. Alors, les enfants avec trouble du spectre autistique ont des difficultés ou des différences dans la communication, dans leur façon d'interagir. Ils comprennent pas forcément les émotions, ils sont plus en retrait avec les autres êtres humains. Et depuis les années 60, on a beaucoup d'anecdotes qui disent qu'il y a des liens très particuliers qui peuvent se tisser entre les animaux et ces enfants ou ces adolescents. Et de ces anecdotes, les recherches ont commencé à émerger fin des années 80 et là, depuis une décennie, on a beaucoup d'éléments qui nous montrent, qui nous donnent des réelles preuves que les animaux aident au développement des habiletés sociales, aux précurseurs de l'empathie, c'est-à-dire que l'animal aide l'enfant à développer la capacité à comprendre que l'autre a besoin de réconfort quand il est triste. L'animal va aussi aider cet enfant à mieux supporter l'anxiété, puisque ce sont des enfants et des adolescents qui souffrent beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, et l'animal l'apaise, ces enfants. Et ça, on a pu aussi le montrer d'un point de vue biologique, en mesurant le cortisol. Wow. Je ne sais pas si vous connaissez cette hormone, c'est un peu le reflet du stress. Et on a mesuré le cortisol dans la salive de ces enfants et on montrait que l'arrivée d'un animal chez eux permettait de diminuer ce stress, ce cortisol, et donc c'est des enfants qui s'apaisent grâce à la présence quotidienne de l'animal à la maison. Comment vous travaillez concrètement avec ces enfants à spectre autistique? Vous les recevez dans un cabinet, vous allez chez eux, vous amenez un animal. Comment est-ce que ça se passe de manière très pratique? Alors, on a différents projets de recherche. Un d'entre eux, le tout premier que j'ai pu mener, j'allais chez eux. C'était un choix pour leur éviter justement ce stress d'un environnement nouveau, de choses différentes qui les perturbaient dans leur quotidien. Donc, je venais avec cet animal nouveau, ce fameux cochon d'Inde, et je filmais aussi leur relation avec leur chien et leur chat. Tout simplement savoir comment au quotidien
cet enfant allait interagir avec cet animal? Est-ce que c'était juste une coprésence, être ensemble dans la même pièce sans faire d'activité particulière, ou au contraire passer du temps à des activités communes, ou simplement des caresses pour apaiser et passer du temps de relaxation? Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer plus d'une cinquantaine de familles avec lesquelles j'ai filmé de nombreuses heures pour essayer de comprendre cette relation au quotidien. Et puis après, on a des cas où, avec l'arrivée de la Covid depuis 2 ans, où on fait ce qu'on appelle la science participative. On ne pouvait plus se déplacer chez les gens. Et ben, c'est les gens qui se filmaient, qui nous envoyaient les vidéos. Impressionnant. Donc, on formait des apprentis chercheurs qui ont très très bien joué le jeu, et on leur donnait toutes les consignes, et les parents donc mettaient en place ces petites expériences à la maison, et nous après on pouvait récolter les données grâce à eux. Donc on s'adapte. C'est génial, en même temps de réussir justement à avoir cette réciprocité et comme vous dites, cette dynamique participative avec vos petits patients. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que ce sont justement les parents, les familles qui ont des enfants à spectre autistique qui font la demande d'être accompagnés ou de voir intégrer un animal dans leur vie? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont peut-être les cliniciens, les médecins qui leur proposent ce genre d'accompagnement? Alors on retrouve un petit peu des deux, même si le plus souvent c'est quelque chose qui émerge de la part des parents qui lisent beaucoup et qui cherchent des solutions pour aider leur enfant au quotidien. Et souvent c'est aussi un peu des anecdotes qui arrivent, des rencontres fortuites dans leur quotidien, une amitié qui se tisse avec le chien des grands-parents, qui leur fait comprendre que oui, l'enfant est attiré par un animal et ce serait peut-être bien de l'avoir à la maison. Puis il y a des cas où l'enfant arrive, naît, et il y avait déjà un chat qui était présent, et le lien se tisse au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et donc ça devient un membre de la famille à part entière, et ça se développe comme ça dans le temps. Ce n'est pas étonnant. Allons un peu plus loin. Du coup, on entend de plus en plus parler d'équithérapie, de zoothérapie, auprès de petits ayant subi soit des chocs existentiels ou alors ayant été carrément victimes de maltraitance. Quel peut être, Marine, l'apport thérapeutique d'un animal auprès d'un enfant ? Finalement, qu'est-ce que l'animal va réussir à débloquer là où l'humain va peiner à y arriver ? Alors c'est vrai que ce développement de ce qu'on appelle médiation animale de manière générale est exponentiel depuis plusieurs décennies, et s'ouvre à un panel de personnes, comme vous le disiez. Et on se rend compte que l'animal a une caractéristique qui est majeure, c'est que il est non jugeant et il ne répétera jamais un secret. Ah, très intéressant. Son côté justement non verbal permet à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte, de se confier en toute sérénité, parce que il sait que derrière, il n'y aura pas de secret trahi, et que l'animal sera non jugeant, que l'enfant soit victime de violence, de maltraitance, ou même ça se développe pour des personnes qui, elles, sont du côté qui sont en prison. On a comme ça un côté... on est capable de dire j'ai fait quelque chose de mal, ou il y a quelque chose de mal qui m'est arrivé dans ma vie, et l'animal est capable d'écouter et être non jugeant. Et ça, c'est un des leviers essentiels de la médiation animale, parce que ça débloque justement des choses là où l'humain n'y arrivait pas, parce que c'est difficile de pouvoir confier des choses, notamment quand on est enfant, à un adulte, sans peur d'être grondé, d'être jugé. Et finalement, ce qui pourrait être des fois un moins, on se dit oh, il ne parle pas, ben, c'est un peu son pouvoir à l'animal dans le cadre de ces médiations-là. Cette médiation animale dont vous parlez, Marine, est-ce que c'est quelque chose qui est typique de nos sociétés occidentales, ou est-ce qu'elle existe finalement ailleurs, dans d'autres cultures ? Alors, elle existe partout dans le monde. On a la chance d'avoir un organisme international qui s'appelle l'IHIO, qui regroupe presque une centaine d'associations et d'organismes de médiation animale à travers le monde.
Et on en retrouve aussi bien en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe. Ça se développe aussi dans tout le bassin méditerranéen au niveau de l'Afrique. Et on se rend compte que chacun a sa façon de faire avec ses propres espèces, que nous, en France, on fait avec le cheval, au Sri Lanka, ils vont le faire avec l'éléphant. Mais on a des points communs d'accroche. Et on a l'impression que c'est quelque chose qui est récent. Mais quand on regarde dans les textes historiques qu'ont pu retrouver certains scientifiques, les premières tasses écrites de médiation animale remontent déjà au XIe siècle. Dingue. Alors on imagine déjà C'est que c'est une pratique qui existe certainement depuis, je pense, le moment où on a domestiqué l'animal. On est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. On faisait de la médiation animale sans le savoir. Et en effet, ça fait sens là aussi. Depuis le début de notre discussion, on se place beaucoup du point de vue de l'enfant, du point de vue de l'humain. J'aimerais savoir si vous savez justement ce qu'il se passe du point de vue de l'animal. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'un petit enfant lui apporte? Alors, l'animal déjà est pourvu d'émotions et ressent des émotions dans les interactions qu'il va pouvoir lier avec cet enfant en face de lui. Et il faut savoir que dans nos sociétés, très souvent l'animal qu'on a à la maison, il est seul. Il n'a pas d'autre partenaire de son espèce. Et donc l'enfant devient à proprement parler un partenaire, son autre copain. Il peut créer des très forts liens avec son ami bipède, son petit bipède, que ce soit pour le jeu, la compagnie, le soin. Surtout qu'ils ont finalement un même mode de fonctionnement dans les façons de communiquer, de jouer, en tout cas pour le chien et le chat. Après, il y a des choses un peu différentes quand on est sur des espèces nocturnes avec le hamster ou le chinchilla qui est entre diurne et nocturne, où là, l'animal va tisser des liens à certains moments de la journée quand il est réveillé, et ça peut se faire notamment par le fait de venir nourrir. L'enfant devient la personne qui le nourrit, et il est agréable de passer un petit moment à se faire câliner et à avoir des friandises avec lui. Donc globalement, l'animal recherche le lien avec la personne qui prend soin de lui, et normalement l'enfant. C'est le cas, j'imagine, surtout des animaux domestiques. Oui, alors déjà, on a à la maison globalement que des animaux domestiques, et qui, au cours de leur développement dans l'histoire, on a sélectionné, nous, en tant qu'êtres humains, des compétences qui nous permettent de vivre avec eux. Des animaux au tempérament plus calme, des animaux qui sont plus proches de l'homme. Donc c'est sûr que c'est plus facile de tisser un lien avec les animaux domestiques, mais pas que. On a des animaux sauvages qu'on apprivoise, pour faire écho un peu à Saint-Exupéry, et avec qui il peut y avoir des relations très très fortes et assez uniques. Et les animaux sauvages ont tout autant de compétences que nos animaux domestiques à nous comprendre. Et ça, c'est des dernières études qui l'ont montré, où des animaux sauvages qui vivent au contact d'êtres humains sont capables de reconnaître la voix de la personne à côté de laquelle il vit par rapport à une voix inconnue. C'est bluffant. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples de ces animaux sauvages en question? Alors là, l'exemple que je vous donnais, c'était des guépards. Ah oui, carrément. En Afrique, qui sont capables de reconnaître la voix des gardiens de la réserve par rapport à des voix inconnues. Mais c'est aussi le cas de dauphins ou de capucins dans des parcs aquatiques qui sont capables de reconnaître des indices de communication, comme la direction du regard, comme la voix aussi, des personnes autour d'eux par rapport à des personnes inconnues. La nature est définitivement bluffante. Vous parlez du regard, justement. J'aimerais rebondir là-dessus. J'ai lu à plusieurs reprises que le regard joue un rôle important dans la connexion entre l'enfant et l'animal. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui se joue à ce niveau-là, s'il vous plaît? Alors, tout simplement, déjà, un premier niveau, se regarder, notamment dans les yeux, permet de comprendre plus facilement l'émotion de l'autre.
et donc de communiquer. Si on sait si en face de soi, la personne est heureuse ou malheureuse, ça aide à bien communiquer. Mais derrière ce regard se met en place tout un processus biologique où on a pu montrer que quand on se regarde dans les yeux, entre êtres humains, mais aussi avec son chien par exemple et d'autres espèces animales, on va sécréter l'ocytocine. Alors, je vous ai parlé cortisol tout à l'heure en hormone, et là on va parler de l'hormone de l'ocytocine qui est un peu l'hormone de l'attachement, du bonheur. Quand on se regarde dans les yeux par exemple avec son chien, on va sécréter de l'ocytocine, et ce qui va nous permettre justement de renforcer l'attachement et le bonheur qu'on a d'être avec lui. Donc nous, en tant qu'humains, on la sécrète, cette ocytocine, mais l'animal en face aussi la sécrète. Et c'est ça qui renforce notre lien, et c'est peut-être ça qui se passe entre l'enfant et l'animal, puisqu'ils ont le temps de se regarder et de se regarder dans les yeux, et donc cette ocytocine va renforcer leur lien. C'est vraiment impressionnant. Merci en tout cas pour ces explications, Marine. J'aimerais commencer par conclure notre entretien par une question, j'allais dire d'ordre un peu culturel. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte que les animaux sont littéralement omniprésents dans nos vies. Ils sont présents dans les fables, dans les contes, dans les histoires, dans les livres pour enfants. Moi-même, lorsque j'ai développé le premier coffret d'images d'éveil Pereski, j'ai demandé à une communauté d'une 60aine de parents ce qu'ils souhaitaient, quelle merveille de la vie ils avaient envie de montrer en premier à leurs petits. Et 99% d'entre eux, donc littéralement la majorité, m'ont répondu des animaux. Alors, j'aimerais vous demander, à vous qui étudiez les animaux et le lien humain-animaux de très près, d'où nous vient cette envie de nous entourer des animaux et quelle est finalement leur fonction symbolique dans nos vies? Alors, même si on l'oublie très souvent, on forme un tout dans la nature, on est tous connectés. Et cette réponse, même si elle est inconsciente, c'est ce reflet-là. C'est une théorie qu'on appelle la théorie de la biophilie, c'est qu'on est intrinsèquement attiré par la nature et par les animaux. Et ça se reflète finalement dans ce qu'ont répondu les parents. On a cette attraction. Et comme vous le disiez, c'est le reflet dans nos vies quotidiennes. Si on regarde le doudou qu'on va offrir à un bébé, c'est un animal dans la majorité des cas. Et une étude récente, pour faire un peu le reflet, a montré que notre capacité d'empathie était reliée à la proximité que nous avions avec l'animal dans l'arbre phylogénétique. Plus on est proche d'un animal sur l'arbre phylogénétique, plus on a d'empathie et de compassion pour lui. C'est-à-dire qu'on en a énormément pour les grands singes, pour les mammifères, et un petit peu moins pour les oiseaux, un petit peu moins pour les espèces qui s'éloignent. Et tout ça parce qu'on se reconnaît en lui. Et donc, en fait, on se reconnaît dans ces animaux. Et c'est en ça qu'on a cette attractivité pour eux. Parce que finalement, nous, les êtres humains, qu'est-ce que nous sommes? Des animaux à part entière, comme d'autres. Très éclairant et très intéressant. Est-ce que vous avez, vous, un animal avec lequel vous aimez tout particulièrement travailler, aux côtés duquel, en tout cas, vous aimez tout particulièrement procéder à des médiations auprès d'enfants? Alors, moi, j'ai une grande attirance pour les chats. Alors, et pourquoi? Pas forcément dans la recherche, mais je trouve que ce sont des animaux très intelligents et très libres à la fois. Ils sont domestiqués, pour autant ils n'ont pas besoin de nous. Donc le choix qu'ils font de rester proche de l'humain est aussi un choix volontaire de leur part. Et je les trouve aussi très majestueux. Et j'ai eu la chance d'être toujours entourée de chats, et encore maintenant. Et si possible, un chat noir. Ah, tant qu'à faire. Donc, aucune superstition concernant la couleur de ce chat. C'est excellent. Merci en tout cas pour la confidence. Pour terminer, j'ai l'habitude de poser cette question à tous mes invités. C'est une question un peu personnelle. Vous êtes vous-même maman, Marine, et j'aimerais savoir ce que ce rôle a changé à votre approche de l'éthologie, à la pratique de votre métier. Est-ce que ça a changé quelque chose et si oui, quoi?
Alors oui, je suis maman depuis 2 ans d'un bébé né juste avant le premier confinement. Oh, génial. Et ça a été finalement ce moment, la bonne occasion d'être éthologue. On a passé beaucoup de temps à observer notre bébé comme on était dans notre bulle. Et j'ai pu mettre en pratique toutes mes lectures grâce à notre fils et en le voyant se développer, et notamment au contact de notre chat. Et tout ce que j'avais pu voir de manière très ponctuelle dans mes recherches, et ben là, il m'offre tous les deux, mon fils et mon chat, un terrain quotidien de voir ces échanges, de voir cette relation se tisser entre eux dans les bons ou les mauvais côtés, parce qu'il y a des fois où mon fils est pas tendre et il aime bien attraper la queue du chat, et inversement, le chat a pas toujours envie de faire des câlins ou jouer. Et finalement, bah voilà, c'est ça que ça a changé, c'est que je suis même devenue une chercheuse au quotidien à la maison en les regardant tous les deux. C'est magique, Marine. Je vous remercie en tout cas pour tous les éclairages et pour cette vision fabuleuse que vous nous avez livrée de cette relation si édifiante qui lie l'animal à l'homme. Merci pour votre générosité et à très bientôt. Merci à vous. Vous l'aurez compris, mettre un animal dans la vie d'un petit peut lui procurer apaisement, sécurité affective, élan vers l'autre, respect de la diversité, envie de communiquer et de socialiser, mais aussi attention, intelligence, imagination, créativité, confiance et estime de soi. La simple présence d'un animal auprès d'un enfant a des bénéfices physiologiques tels que la baisse de sa tension ou l'augmentation des hormones positives dont le taux d'ocytocine. Et de nouveau, cette connexion passe par le regard. Je me souviens avoir lu que lors de la Première Guerre mondiale, les soldats avaient pour habitude de ramener chats, chiens, oiseaux et chèvres dans les tranchées. Certainement parce que c'était l'un des seuls moyens de se raccrocher à la vie, et ça, les enfants l'ont aussi bien compris. Alors plus que jamais, cultivons cette relation pleine de ressources qui réveille notre humanité. J'en profite pour vous rappeler que je marque une petite pause estivale, mais je vous donne rendez-vous dès le mois de septembre pour un sacré échange inouï. Vous verrez. D'ici là, émerveillez-vous bien.